Sabrina Boisgrelier-Schmitt, enseignante de toute petite section à l'école Armentine Marcel du Gosier. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Delcey, je suis enseignant près de la retraite, après plus de 20 ans d'enseignement, et enseignant après avoir été principalement animateur et formateur. Tout d'abord, il faut souligner les nouveaux programmes de la maternelle de 2015 qui mettent l'accent sur 4 modalités d'apprentissage. Donc apprendre en jouant, apprendre en s'exerçant, apprendre en mémorisant et en se remémorant, et apprendre en résolvant des problèmes. Pour moi, le jeu est présent dans les 4 modalités d'apprentissage. Quand on joue, on apprend, mais ce qui est peut-être plus accessible tout de suite pour un futur enseignant, c'est le jeu va permettre de mettre en place des situations d'apprentissage. J'avais préparé l'exemple des cerfs-volants que j'ai utilisé quelques fois, entre autres avec des grandes sections, mais c'est possible avec des plus âgés. Donc, il va s'agir de construire des cerfs-volants, un modèle très simple que les CMEA pratiquent depuis les années 60, et c'est un modèle que les petits Marocains connaissaient bien avant. Et donc le réaliser, et après, dans un temps de classe institué en tant que tel, je veux dire, c'est créer l'emploi du temps, sortir de la classe, mais ce n'est pas la récré, vous allez jouer avec les cerfs-volants. Je pense que la ludopédagogie peut être rapprochée des méthodes, par exemple, d'essai et d'erreur, parce que notamment dans le jeu libre, même si l'enseignant intervient par l'aménagement de l'espace, par le matériel, l'enfant fait des essais et des erreurs et il construit ses apprentissages sans conséquence, en fait. Donc il a possibilité d'essayer autant de fois qu'il veut et de procéder à des apprentissages au fur et à mesure. Dans le jeu, il y a tâtonnement. Même si c'est un espace aménagé, un espace que l'enfant construit, il y a quand même des règles, il est quand même en prise avec le réel. Et pour y arriver, donc là, pour arriver à ce qu'un objet plus lourd que l'air vole, il faut faire quelque chose. Et l'élève, on l'a peut-être fait avant, mais dans la majorité des cas, il ne sait pas. Et donc, il va bien falloir essayer. Et tant que ce n'est pas efficace, il ne va pas réussir. Je dirais que la ludopédagogie peut introduire la différenciation pédagogique, mais pas seulement. On peut l'introduire dans le fait où les jeux sont toujours progressifs et adaptables en fonction du rythme de l'enfant. Donc on peut progresser dans les règles du jeu, par exemple dans un jeu à règles, et donc permettre une différenciation pédagogique. Dans le jeu, on a parlé tout à l'heure du jeu libre, mais dans le jeu structuré également, l'enseignant initie des procédures pour aider l'enfant à acquérir des nouvelles compétences qu'il n'est pas capable de faire tout seul. C'est par exemple ce qu'on appelle la zone de rapprochement, de développement proximal de Vygotsky. Et donc, c'est possible d'avoir une différenciation pédagogique puisqu'on évolue au rythme de l'enfant. Pour moi, la différenciation pédagogique, ce n'est pas négociable. Ça devrait être la condition sine qua non pour enseigner à une classe qui est forcément hétérogène. Mais le jeu peut aider l'enseignant dans ce domaine-là. C'est-à-dire que l'enfant, l'élève qui joue, va forcément partir de là où il en est par rapport à la situation. Là, on ne peut pas tricher. On peut essayer avec des opérations, avec une règle de grammaire, c'est de le forcer à comprendre. Dans le jeu, ce n'est pas possible. L'enfant, l'élève, il va jouer tel qu'il est avec son bagage, et à partir de ce qu'il sait faire, et si la situation est suffisamment bien construite, bien intéressante, et le jeu, si c'est un jeu, est intéressant, sinon c'est plus un jeu, il va faire des progrès. Je pense que c'est un moyen de créer des interactions entre les apprenants puisque le fait de jouer va faire intervenir à un moment la métacognition. Donc on va demander à l'enfant d'expliciter ses procédures, comment il a fait, pourquoi il l'a fait. Et c'est à travers ce questionnement que les enfants vont interagir entre eux et développer de nouvelles procédures. Les jeux vont être forcément interrelationnels, interactifs.
Et là, du coup, ça va permettre de mesurer justement tous les degrés de socialisation des différents élèves, savoir où ils en sont par rapport à ça, leur façon de gérer l'échec, de façon de gérer les oppositions. Et le jeu, dans la mesure où c'est presque le réel, mais pas tout à fait le réel, va permettre à certains de dédramatiser un peu la situation, de plus l'accepter que si c'était, je sais pas, une réprimande frontale au tableau. Donc, dans cette pédagogie, les progrès des apprenants sont essentiellement mesurés en maternelle par l'observation de l'enseignant. En effet, l'enseignant va observer l'enfant dans ses jeux, les procédures qu'il va créer, comment est-ce qu'il atteint ses objectifs. Et il va également adapter justement en fonction des progrès de l'enfant, il va adapter les jeux avec plus de règles ou plus de difficultés. Cerf-volant, ça vole ou ça vole pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment il est parvenu à le faire voler. Du premier coup, peut-être il savait déjà, ou il a beaucoup observé les autres, il a compris, il y en a. Il lui a fallu du temps, mais il a essayé et finalement il a réussi. Donc on peut évaluer la vitesse d'acquisition, les méta-connaissances qu'il peut avoir, comment il gère l'observation, ça on peut l'évaluer. Déjà, je pense qu'en maternelle, on ne pourrait pas utiliser la méthode du tableau et du stylo dès les tout petits parce qu'on n'accrocherait pas du tout nos apprenants. Après, cette méthode a surtout l'avantage de pouvoir soutenir l'effort cognitif de l'enfant, puisqu'à travers le jeu, on est capable de maintenir une activité beaucoup plus longtemps que par des méthodes plus classiques. C'est pas vous êtes fatigué, vous avez marre de travailler, on sort en récré, allez jouer. Non, là c'est vraiment balisé chaque jour dans la semaine, pas forcément au même moment, ça dépend quel jeu on veut qu'il pratique, mais là on va jouer à ceci, là on va jouer à cela. Et on met ça en place et on l'observe et la classe reprend ça en compte après. C'est dire ces choses-là, comme le reste, n'ont d'intérêt que si c'est préparé, évalué, pas par l'enseignant, mais par le groupe classe. C'est-à-dire que le groupe classe va socialiser un peu les acquis, les erreurs, tout ce qu'on a pu dire avant. Et le tableau ne l'empêche pas. Mais si on se contente de montrer une image en histoire géo, on écoute 2-3 commentaires de ceux qui savent déjà, et puis après on écrit un cours tout fait, et puis voilà, recopier le cours. Si c'est ça dont on parle, évidemment, c'est quand même assez éloigné. Les limites de la ludopédagogie, c'est surtout à l'enseignant de les poser, dans le sens où il ne faut pas faire intervenir le jeu comme activité simplement occupationnelle. Il faut vraiment que dans le jeu, il y ait toujours un but pédagogique qui soit derrière pour pouvoir justement atteindre les compétences visées. Je crois que l'opposition jeu-travail, elle est quand même franco-française, moins dans les pays anglo-saxons. On ne travaille pas le piano, we play piano, we play guitare. Donc, je crois qu'on a peut-être à élargir et voir ce qui se passe dans les autres pays pour comprendre un peu pourquoi on est resté bloqué là-dessus. Je crois que le travers de beaucoup de jeunes enseignants qui entrent dans le métier, c'est de partir du jeu justement pour atteindre les compétences. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut garder en tête que le principe, c'est on a besoin de faire acquérir des compétences aux élèves. Et donc à partir de ces compétences, il faut créer des jeux qui permettent d'acquérir les compétences nécessaires. Je pense aussi qu'il faut qu'il y ait une réelle progression sur le cycle. Par exemple, si on prend l'exemple des jeux symboliques, il faut qu'il y ait une progression entre la petite section et la grande section. On ne peut pas proposer un jeu de cuisine ou de poupée de la même façon en petite section et en grande section. Il faut que ce soit vraiment évolutif dans le matériel, dans les scénarios, etc. C'est quelque chose qui se construit sur le cycle et en fonction du rythme des élèves. Il faut savoir quelle notion, quel concept on vise, quel degré de
d'appréhension de ces concepts ou de ces notions on souhaite de la part des apprenants. Il faut quand même passer par les représentations initiales qu'ont les élèves de ces notions, mettre ça dans un coin de la classe et pour après quand même les confronter à ce qu'ils pensaient avant. Donc après, proposer un jeu qui soit... Là, c'est au programme, je veux dire l'air, le vent, enfin l'air surtout. Ça fait partie du programme de l'école maternelle et élémentaire. Donc après, ça peut être des manches à air, ça peut être d'autres choses, ça peut être des montgolfières. J'étais fan de cerf-volant pendant longtemps et pour moi c'était le média. Mais après, je pense qu'il est important, j'ai déjà dit plein de fois, il faut vraiment baliser les moments de jeu pas dans la pièce, mais dans la classe. C'est-à-dire, si la récré c'est à 9h, on ne va pas commencer à 9h moins 5. On fera après la récré, on fera ça à 8h15, mais il faut vraiment qu'il y ait les 35 minutes de la séance où c'est du jeu.